Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur. J'avoue, c'est pas forcément la vidéo que je devais sortir aujourd'hui. Et ce, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai changé de lunettes. Et quand tu changes de lunettes avec une vue comme ça, eh ben t'as des mal de tête à n'en pas finir. Du coup, ça prend un petit peu de temps pour s'adapter aux nouvelles lunettes. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et la deuxième raison, normalement, vous êtes au courant, il y a eu un truc avec Cookie. Et du coup, comme c'est l'été, on en profite pour le sortir un maximum. D'ailleurs, petite vidéo de lui au parc. Viens mon pépère, viens. Oui. Bon, si jamais tu l'as vu, ça provient d'une story Instagram. Donc si jamais t'as pas follow sur Instagram, bah qu'est-ce que t'attends? Bref, les petits potes, moi je vous laisse avec cette sélection de threads d'horreur et moi je repars sur d'autres projets. Oh là, attention, pas trop de spoil hein. Bon, si jamais tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu et l'abonnement. Prends-toi une petite boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julien. La petite amie de Julien s'appelle Annie et il faut savoir que cette dernière est handicapée de naissance. Elle est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties de son corps qui sont paralysées et elle est dyslégique. Là-dessus, j'ai rien trouvé, mais selon lui, c'est-à-dire qu'une partie du liquide dans son crâne ne s'évacue pas naturellement. Julien et Annie ont décidé de déménager en Bretagne. Il nous dit que ce serait pour commencer enfin à vivre et que Julien puisse enfin travailler en tant que charpentier. Les mois passent et ça fait maintenant 1 an qu'ils sont installés en Bretagne. Puis un jour, Annie l'appelle pour lui dire qu'il y a un homme qui a pris sa place de parking. Julien comprend donc qu'il va devoir chercher une place ailleurs. Mais par chance, ils habitent dans un petit village et il se trouve facilement un emplacement. Plus les jours passent et plus Julien remarque qu'il n'a jamais sa place de parking disponible, puisque tous les jours une personne prend sa place. Mais cette personne n'est ni un voisin proche ni quelqu'un qui habite dans sa rue. Bref, la semaine passe et le week-end arrive. Julien rentre du travail vers 18 h et il voit un homme avec un regard énervé rentrer dans la voiture qui prend tout le temps sa place de parking ces temps-ci. En voyant ça, Julien se promet d'aller le voir pour lui dire qu'il aimerait bien récupérer sa place. L'homme va alors répondre quelque chose d'assez fou à Julien. Il lui répond qu'ici il n'y a pas de place pour deux et qu'il devrait plutôt aller voir sa copine au lieu de le faire chier. Après avoir dit cette phrase, le visage de l'homme a alors changé. Il s'est mis à sourire. Inquiet, Julien décide de rentrer et il voit Annie en pleurs sur le canapé. Et la seule phrase qu'elle lui ait dit c'est « Nous ne sommes chez nous, ils arrivent ». Julien a d'abord pensé que l'homme lui a fait des menaces et il décide donc qu'il va appeler la police. Mais Annie refuse et elle se jette sur le téléphone et elle lui dit « Ne les appelle pas, les dieux vont punir ». Après une semaine comme ça, l'état de santé de Annie a empiré. Julien a donc décidé d'emmener Annie pour aller voir un médecin. Le médecin leur a dit « Vous saviez qu'une goutte de plus de ce poison et vous étiez morte ». Le médecin leur a expliqué qu'un poison très léger mais assez puissant pour amplifier le liquide qui protège le cerveau a été versé dans ce qu'elle a mangé ou bu, ce qui a comprimé son cerveau pour qu'il ne puisse pas réfléchir ou même comprendre ce qui se passe. Julien a donc directement appelé la police pour les prévenir que Annie avait été empoisonnée. Mais les policiers n'ont pas fait le nécessaire. Ils ont juste questionné les voisins et les collègues de travail d'Annie. Puis quelques temps après, l'homme qui prenait la place de voiture de Julien est venu sonner à sa porte. Julien va lui ouvrir la porte et cet homme va lui demander s'il veut bien aller s'asseoir dans le canapé pour discuter et voir s'il veut bien se calmer dans un premier temps. À ce moment-là, Julien y comprend rien du tout à ce que cet homme est en train de lui dire. L'inconnu en face de lui commence à lui parler des dieux avec qui il est en contact et que Julien et Annie doivent lui donner une offrande pour soigner Annie. En entendant ça, Julien comprend que c'est cet homme qui a empoisonné Annie il y a quelques semaines avant et qu'il s'est servi de ses handicaps pour essayer de l'introduire dans un culte. En entendant ça, Julien a foutu cet inconnu dehors et il a refermé la porte, ne voulant plus écouter ses conneries. Il a donc décidé d'appeler la police à nouveau. Mais malheureusement, les policiers n'ont pas cru à son histoire. Il a donc fait appel à des amis à lui pour l'aider. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cet homme les observait constamment. Donc, le jour où Julien a reçu son ami, l'homme est venu ressonner à sa porte et il était tout joyeux et tout souriant. Il leur a dit « Donnez-moi ce que vous voulez, je les donnerai aux dieux.
pour qu'ils soignent ton ami et ils t'aideront à trouver la voie. L'ami de Julien va alors décider d'adopter une certaine stratégie. Il décide de faire semblant de croire à ce que cet homme est en train de lui dire et lui demande donc s'il peut aller voir les dieux pour se faire pardonner de ses péchés. Sauf que l'inconnu va le regarder de la tête aux pieds et lui dire que ce dieu n'accepte que les personnes à la couleur blanche. Julien veut absolument se débarrasser de cet homme nuisible et il lui donne 50 € pour qu'il le laisse tranquille. Quelques semaines après cet événement, un certain jour, Annie va rentrer dans la maison. Elle ne dit pas un mot, elle prend une valise dans la maison et sort dehors pour se rendre dans une voiture. Et dans cette voiture, il se trouve déjà 2 femmes à l'avant. Là, Julien comprend directement ce qui se passe et il appelle la police. Il leur dit que Annie se fait embarquer dans un culte et qu'elle est dans une voiture noire. Julien leur donne la plaque d'immatriculation de la voiture. 3 jours après, un policier va appeler Julien. Il lui annonce qu'ils ont retrouvé sa petite amie et qu'il va pouvoir lui parler demain, car étant donné qu'aujourd'hui elle se trouve au poste de police. Le lendemain, le policier lui explique qu'Annie n'est pas rentrée dans un culte, mais dans un réseau d'arnaques, et que malheureusement ces personnes profitaient des gens qui avaient un handicap ou qui étaient plus ou moins naïfs, et qu'ils n'hésitaient pas du tout à les droguer ou les intoxiquer pour obtenir ce qu'ils voulaient d'eux. L'inconnu qui est venu chez Julien a été arrêté ainsi que 12 autres hommes. Dans cette affaire, 76 autres personnes ont été relâchées car elles étaient dépendantes de ces gens. Aujourd'hui, Annie et Julien vivent dans une nouvelle maison, mais Annie est suivie par un psychologue et des médecins pour surveiller sa santé. Aujourd'hui, le couple vit heureux et en sécurité. Voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Will. Il a 18 ans et ça se passe au Canada. D'ailleurs, son histoire, elle est ultra croustillante. Elle date d'une dizaine de jours à peu près. Will travaille dans une grande ville et habite à environ 1 heure de cette ville. Donc, il doit faire 2 heures de route par jour aller-retour. Une fois le travail terminé, il doit prendre la route pour rentrer chez lui. Et il nous dit qu'à cette heure-ci, sur les routes, il fait vraiment très sombre. À mi-chemin entre son lieu de travail et sa maison, il s'est retrouvé derrière une voiture blanche qui roulait anormalement lentement. Il veut nous donner un petit peu de contexte et il nous dit que les routes sont limitées à 90 km/h. Mais en gros, tout le monde roule normalement à 100-110 km/h. Et ça, même dans le noir complet. Mais la personne qui se trouve devant lui roule à 60-70 km/h. Sur le coup, Will se dit que c'est pas très grave. Au final, cette personne respecte le code de la route, donc c'est pas mal. Et il va juste attendre qu'il y ait une ligne droite pour pouvoir le dépasser. Peu de temps après avoir eu cette réflexion, l'homme devant lui commence à lui faire des brake checks apparemment. Il nous dit qu'en gros il appuie légèrement sur les freins, juste assez pour que les feux arrière ne s'allument, mais que ça ne freine pas. Bref, à ce moment-là, Will a tout de suite un mauvais pressentiment. Et il regarde d'un petit peu plus près le véhicule, et il peut remarquer que cette voiture n'a aucune plaque d'immatriculation. Pendant qu'il scrute le véhicule, la voiture devant lui continue à lui faire des appels de frein. Will il commence à réfléchir à la situation et il se dit que peut-être cette voiture essaye de lui signaler quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose sur la route qui va pas ou le conducteur est en danger peut-être. En se disant ça, c'est un gros soulagement pour Will. Il baisse un petit peu les yeux et en relevant sa tête, il voit que la même voiture est à moins d'1 mètre. Il comprend que cette voiture a freiné violemment. Will a donc heurté ce véhicule de plein fouet. Forcément, les airbags de la voiture ont sauté et le temps qu'il réalise ce qui se passe, l'homme de la voiture de devant est descendu de sa voiture. Will nous dit que l'homme est d'une taille normale mais qu'il est plutôt corpulent. Heureusement pour Will, un de ses feux fonctionne toujours et donc il a pu voir le visage de l'homme. Il a un sourire quasiment démoniaque, mais ce n'est pas le plus effrayant. L'homme porte dans sa main un marteau. Will est pris de panique, il verrouille toutes ses portes manuellement. L'homme va alors se mettre devant le véhicule de Will et le fixer du regard. Tout ça pendant de très longues secondes. Il lève son marteau et éclate le seul phare qui fonctionnait. Il fait le tour du véhicule de Will et il éclate ses 2 autres feux arrière. Après ça, il est retourné dans sa voiture et il est parti. C'est là que Will a compris ce que cet homme avait fait. Il a rendu la voiture de Will invisible sur la route. Et oui, étant donné qu'il fait très sombre et qu'il n'y a quasiment pas d'éclairage. Si jamais il y a une voiture qui arrive derrière à une assez grande vitesse, c'est sûr qu'elle va le percuter. Will est donc descendu de son véhicule. Il est à plusieurs heures de marche de n'importe quel village. Il a donc décidé d'appeler directement les urgences. Les policiers, les ambulances et une remorque sont arrivés.
Will leur a tout raconté. Le bilan, c'est que Will s'est cassé le nez et sa voiture est bonne pour la casse. Quant à l'individu malveillant, il n'a jamais eu de nouvelles de lui. Jusqu'à aujourd'hui. La voiture devant lui était bel et bien une voiture volée. Et l'homme en question n'en était pas à son premier essai, étant donné qu'il est déjà recherché pour 2 autres histoires similaires. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Pour le dépanner et le rassurer, l'employeur de Will lui a prêté un véhicule de fonction. Il nous dit que c'est un gros Chevrolet Silverado 2500. En gros, c'est un très gros pick-up. Et que si jamais il lui arrive cette chose-là, eh bien il lui foncera dessus. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread. Alors avant qu'on commence ce thread d'horreur, je tiens à vous dire que à la fin, si vous êtes sensible, eh bien ça reste d'être compliqué. Allez, on commence de suite avec l'histoire de Ginny. Il faut savoir que les grands-parents de Ginny possèdent une grande parcelle de terre dans le centre du Missouri. Et ça depuis 40 ans. Ginny est allée dans cette ferme à plus de 10 reprises. Et à chaque fois qu'elle y va, elle a un sentiment terrifiant que quelque chose la regarde. Comme s'il y a toujours une ombre ou quelque chose derrière son dos, qui regarde ses moindres faits et gestes. Vers l'âge de 7-8 ans, Ginny et sa famille ont ramené un chien dans la ferme de ses grands-parents. Un petit labrador que Ginny aimait beaucoup. Ginny et le chien ont commencé à explorer la forêt derrière la maison. Ginny apprécie la brise d'été quand d'un coup, son chien a commencé à grogner méchamment. Ginny ne l'a jamais entendu grogner aussi fort. Elle sent que quelque chose ne va pas. Son chien continue d'aboyer de plus en plus fort. Ginny se retourne pour voir ce qui se passe et pour voir sur quoi il grogne. Mais elle ne voit rien, juste la forêt, des buissons et le vent qui fait bouger les arbres. Pendant que les yeux de Ginny scrutent l'emplacement où son chien grogne, un animal est sorti de la broussaille, si vite que Ginny a eu à peine le temps de voir ce que c'était. Et avant de s'en rendre compte, l'animal a disparu. Ginny s'est assise là pendant ce qui lui semblait être une éternité, absolument sidérée par ce dont elle vient d'être témoin. D'après ce qu'elle a pu voir, l'animal ressemblait à un coyote. Mais la vitesse à laquelle l'animal se déplaçait est absolument folle. Il se déplaçait très vite et il n'a pratiquement pas fait de bruit. Mais la partie la plus effrayante, c'est qu'à l'endroit où il a sauté, il n'y a même pas une empreinte. Pourtant, elle l'a vu sauter à cet endroit. Il y aurait dû avoir des traces. Mais là, il n'y a rien. Choquée par ce qu'elle a vu, elle a décidé de retourner dans la maison. La deuxième chose étrange qui s'est produite pour Ginny, c'était quand elle avait 10 ans. Ginny était sur les terres de ses grands-parents et comme d'habitude, elle avait l'impression d'être observée. Elle nous dit que la journée se passe plutôt bien, même si elle a toujours ce sentiment d'être observée. Elle passe du bon temps avec sa famille. Mais quand la nuit est venue, les choses se sont aggravées. Ginny essaye de dormir dans le lit superposé. Elle s'est installée dans le lit du haut, quand d'un coup, elle entend des petits bruits venant du lit en dessous. Ils deviennent de plus en plus forts. Ginny prend son courage à 2 mains et essaye d'écouter si les bruits viennent bien du lit en bas. Elle a pu constater que non, ils proviennent de la fenêtre. Ginny se lève lentement pour aller regarder la fenêtre, mais elle ne voit rien. Alors elle a supposé que c'était juste un animal ou une branche qui tapait la vitre et elle est allée se recoucher. 5 minutes se sont écoulées et il n'y a plus aucun bruit. Elle s'est endormie jusqu'au moment où elle est réveillée par un énorme boom. Cette fois, elle en est sûre. Ce n'est pas une branche, ce n'est pas un claquement de porte. Il y a bien quelque chose qui a tapé violemment la fenêtre. Elle ne parle pas d'un petit coup, mais bien d'un gros coup, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait défoncer la fenêtre. En entendant ce bruit, Ginny a bondi tellement vite qu'elle a failli s'évanouir tellement ça la faisait flipper. Elle a alors décidé de prendre son courage à 2 mains. Elle a pris la lampe torche en dessous d'elle pour éclairer la fenêtre. Et elle va alors découvrir qu'il n'y a rien. Elle attend 10 secondes mais il n'y a toujours rien. Elle est sur le point de ramper pour aller dans le lit de sa mère quand elle a entendu un cri. Un cri qui n'est pas réalisable par un être humain. Le cri est si fort qu'il a plongé la paisible nuit d'été dans un véritable cauchemar. Ginny ne peut pas mettre de mots sur l'horrible son que cette créature produisait. C'est comme si tout bonheur et toute joie ont disparu d'un coup. Ce cri est d'une noirceur que même aujourd'hui elle s'en souvient encore. Ginny est glacée de la tête aux pieds. Elle est maintenant incapable de bouger ses muscles. Elle est totalement effrayée par la froideur de ce cri. Elle est là, assise par terre comme une statue pétrifiée par ce qu'elle a entendu. C'est à ce moment-là que son instinct s'est manifesté et qu'il l'a poussée à courir dans la chambre de sa mère. Elle ne sait pas pourquoi cette nuit-là.
Elle n'a pas réussi à réveiller sa mère. Elle s'est juste câlinée à côté d'elle, mais elle n'a pas réussi à refermer l'œil de la nuit. Toute la nuit, elle a pensé à ce bruit, cet horrible sentiment que ce cri lui a procuré. Puis vient sa prochaine rencontre avec cette chose. Elle a environ 13 ans à ce moment-là. Elle est de retour chez ses grands-parents. Elle profite dans le jardin. Et à un moment, son grand-père lui propose d'aller regarder les biches dans la forêt. Jenny est super contente et elle accepte, étant donné que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas vu et que c'est super amusant. Avec son grand-père, ils ont alors pris un appareil photo et ils partent à la recherche des biches. Il doit être 18 ou 19 heures. Le grand-père et Ginny ont décidé d'aller vers l'est de la forêt, car c'est habituellement là qu'ils ont plus de chances de les voir. 30 minutes ont passé et ils ont vu quelques biches, mais pas autant que d'habitude. Et surtout, Ginny a ce sentiment d'être toujours observée. Mais ce sentiment est bien plus fort que les fois précédentes. C'est comme si quelque chose la transperçait de tout son être. Une chose qui la fixe et qui n'a d'yeux que pour elle. Ginny se retourne mais ne voit rien comme à chaque fois. Mais cette fois, il semble que le grand-père de Ginny ressente la même chose. Pour que vous le sachiez, le grand-père de Ginny est généralement un grand-père très décontracté qui plaisante toujours et qui rit. La seule fois où Ginny l'a vu sérieux, c'était à la mort de son frère il y a quelques années. Alors quand Ginny commence à sentir que quelque chose la regarde, son grand-père passe d'une expression joyeuse et décontractée à une expression très sérieuse et alertée. Il décide de retourner dans la voiture. Au moment où il démarre la voiture, son grand-père serre si fort le volant que ses articulations sont devenues blanches. Et il regarde constamment autour de lui pour s'assurer que quelque chose ne le suit pas. Il a ensuite fait un virage sorti de nulle part et il a commencé à prendre la route en direction de la maison. Ginny lui demande alors ce qu'il fait et il lui a répondu « Nous retournons à la maison ». Le ton de la voix de son grand-père est froid, comme s'il avait été témoin d'un meurtre. À ce moment-là, il a saisi encore plus fort le volant et il a accéléré jusqu'à la maison. Ginny a décidé de ne pas poser de questions avant qu'il ne rentre à la maison, ce qui a été fait en un rien de temps. Une fois là-bas, le grand-père l'a fait rentrer dans la maison en vérifiant constamment dans son dos pour s'assurer qu'il n'y avait rien. Quand il s'est assuré que toute la famille était à l'intérieur, il a fermé la porte à clé, les fenêtres et il a tout verrouillé. Ginny est vraiment choquée par le comportement de son grand-père. Ginny va alors poser une seule question. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a regardé Ginny avec une expression froide sur le visage, ce qui faisait vraiment froid dans le dos. Il a alors dit « J'ai des choses à vous expliquer ». Toute la famille s'est assise pendant environ 30 minutes et le grand-père leur a expliqué que quelque chose a emménagé sur sa propriété il y a de cela quelques années et que lui et la mère de Ginny avaient déjà vécu ce genre de choses. Il lui a expliqué que cette chose n'aimait pas les nouveaux visiteurs, d'où la raison pour laquelle elle lui jouait des tours. Il lui a ensuite parlé de toutes les choses dont il a été témoin et qu'il a vécues et qui sont très semblables à celles que Ginny vit. Le grand-père de Ginny lui a alors dit qu'il sait ce qu'elle a subi et que lui et sa mère veilleront toujours à ce qu'elle ne soit pas blessée, car il connaît cette créature ou chose mieux que quiconque. Ils ont continué à discuter comme ça pendant pas mal de temps. Après la discussion finie, la nuit a bien commencé et le grand-père de Ginny a décidé qu'elle ne pouvait pas dormir toute seule et qu'elle devait dormir avec sa mère. Heureusement, rien ne s'est passé et elles sont parties rapidement le lendemain matin. Depuis ce jour, Ginny n'est pas revenue dormir dans la maison de son grand-père. Mais récemment, ils ont emmené le cheval de Ginny à la ferme. La première nuit, le cheval a gémi de toutes ses forces, ce qu'elle ne comprend pas du tout. Son cheval a toujours été très amical et pas du tout timide. Mais après cette première nuit, le cheval a eu un comportement bizarre. Le lendemain, le grand-père de Ginny s'est réveillé et a fait ses tâches habituelles. Il y allait nourrir les chevaux. Il a remarqué que le cheval de Ginny agissait très bizarrement. Il était timide, mais quand son grand-père a examiné le cheval de plus près, il a été choqué. Le cheval avait 3 entailles de 25 cm sur le côté, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait griffé. Officiellement, ils en ont conclu que le cheval s'était fait mal avec une clôture. Mais Ginny pense que c'est la chose qui s'en est pris à son cheval. Les jours qui ont suivi, les grands-parents de Ginny ont adopté un petit chien. C'était un Jack Russell de 2 mois qu'ils ont nommé Panda. 5 jours plus tard, il a été retrouvé mort avec des plaies profondes dans la peau, le cou tranché. Officiellement, ils en ont conclu que c'était un lynx ou un puma qui avait fait ça. Mais Ginny n'en croit pas un mot. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jordan et ça se passe le 22/02/2022. Alors au cas où, il nous précise pas son âge mais il est adulte. Et il nous dit que cette histoire l'a beaucoup bouleversé et qu'il va donner tout ce qu'il peut pour nous la décrire comme il l'a ressenti. On passe à l'histoire. Comme tous les samedis, Jordan a l'habitude d'aller voir les matchs de foot de l'équipe de son village. Ce jour-là ne fait pas exception et Jordan est allé voir le match. L'ambiance est super cool. Il chante avec ses camarades pour encourager les joueurs sur le terrain. Pendant qu'il chante et encourage ses camarades, Jordan peut remarquer quelque chose de bizarre. Il y a un homme qui n'arrête pas de le regarder. Au début, Jordan se dit qu'il doit sûrement regarder autour de lui et qu'il ne fait pas une fixette sur lui. Mais malgré ça, les minutes s'écoulent. Et l'homme continue quand même à bien regarder les moindres faits et gestes de Jordan. Jordan, il a essayé de se débarrasser de cette mauvaise impression. Il nous dit qu'il essaye de se focaliser sur le match pour que ça lui sorte de la tête. À la fin du match, tout le monde commence à quitter le stade tranquillement. Mais pas cet homme. Cet homme ne bouge pas. Il reste sur place à fixer Jordan. Jordan a alors pris la décision de partir au plus vite. Et bizarrement, dès qu'il s'est levé, l'homme aussi. À ce moment-là, c'est un gros coup de stress pour Jordan. Jordan s'est alors précipité pour quitter le petit stade de son village. Il a pressé le pas, enfin il est à la limite de courir. Il veut rejoindre sa maison le plus rapidement possible. Heureusement pour Jordan, ses voisins sont aussi fans de foot et donc ils sont allés voir le match. Jordan retrouve ses voisins, il parle un petit peu avec eux et forcément il flippe beaucoup moins quand même. Plus tard sur la route, les voisins de Jordan rentrent chez eux. Jordan se retrouvant seul, il a donc décidé de courir pour rentrer chez lui. 1 heure plus tard, Jordan est dans sa maison. Et il se dit qu'il a flippé pour rien. Il s'est alors installé sur son canapé avec un petit apéro. Il allume sa télé pour regarder des animés et des séries. Quand d'un coup, il entend sonner à sa porte. Ce qui est vraiment très bizarre étant donné que personne ne l'a jamais dérangé à une heure aussi tardive. Alors par précaution, Jordan va regarder par l'œilleton et deviner qui est derrière la porte de Jordan. Oui, tu as raison, c'est bien l'homme qui le fixait pendant tout le match. Là, Jordan prend son courage à deux mains et il ouvre la porte. Il lui dit: Bonjour monsieur, vous êtes nouveau au village? L'homme lui répond alors que oui et qu'il aimerait faire connaissance avec Jordan. À ce moment-là, Jordan a un très mauvais pressentiment. Il dit alors à cet homme qu'il est en train de regarder des animés et des séries et qu'il aimerait faire ça tranquillement. Et que si jamais il pouvait revenir demain en journée, ce serait quand même mieux. Là, l'homme va alors choquer Jordan, étant donné qu'il lui répond: Oh, ça tombe bien, j'adore les mangas. Et d'un coup, comme ça, l'homme est rentré chez Jordan, il s'est posé sur le canapé tranquillement. Sur le moment, Jordan il bug un petit peu. Et en le regardant, il se dit que peut-être effectivement c'est un nouveau voisin dans le village. Et il se dit qu'en fait il est un petit peu bête de l'accueillir aussi sèchement. Et que franchement dans un petit village c'est pas comme ça que tu fais, normalement c'est convivial. Et donc il décide de l'accueillir et de lui servir un apéro dans le canapé. Jordan et cet homme commencent à discuter de leur passion. À un moment donné, l'inconnu demande à Jordan un verre d'eau. Du coup Jordan se lève et va lui chercher un verre d'eau dans la cuisine. Jordan est dans la cuisine en train de préparer le verre d'eau et il se dit qu'en fait il aimerait bien que cet homme parte de chez lui, étant donné que son pressentiment de malaise se fait de plus en plus grand. Jordan retourne dans le salon et la soirée passe. Mais au fur et à mesure, Jordan commence à avoir la tête qui tourne, comme s'il allait s'évanouir à tout moment. Jordan a alors eu un moment de lucidité, et il comprend très vite que cet homme a dû mettre quelque chose dans son verre. Jordan a alors décidé d'adopter une certaine stratégie. Il fait comme si tout était normal. Après quelques minutes, il va dire à l'inconnu qu'il doit aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Jordan se rend dans les toilettes, il s'enferme à clé et il appelle la police. Il leur explique la situation. L'opératrice lui dit alors: essayez de retourner dans le salon et de tenir le coup jusqu'à ce que la police arrive. Jordan va alors s'exécuter, il va retourner dans le salon et faire comme si tout était normal. Les minutes passent et elles sont vraiment interminables. Au bout d'environ 5-10 minutes, quelqu'un frappe à la porte de Jordan. Jordan se lève pour aller ouvrir et 3 policiers ont fait irruption dans le salon. Ils ont attrapé l'homme sur le canapé. Ensuite, Jordan a dû aller faire des examens à l'hôpital et les médecins lui ont dit que cet homme avait mis une certaine pilule dans son verre et qu'il aurait pu s'évanouir s'il n'avait pas appelé la police. Plus tard, la police lui a donné des nouvelles à propos de l'enquête et il a eu des news vraiment pas ouf. L'homme comptait le torturer pour qu'il lui donne les codes de son compte bancaire et qu'il allait l'obliger à lui faire des versements mensuels tous les mois sous couvert de chantage. Le gars allait sûrement profiter du fait que Jordan soit totalement dans les vapes pour faire peut-être des photos nues de lui. Bref, ce jour-là, Jordan a échappé à un truc vraiment horrible. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 3e thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Delia.
Aujourd'hui, Delia a 21 ans et l'histoire qu'elle va nous raconter a eu beaucoup d'effets sur sa vie, à tel point qu'elle en est encore traumatisée aujourd'hui. Au cas où, elle ne précise pas dans quel pays c'est, mais c'est sûrement aux États-Unis. L'histoire commence quand Delia a déménagé dans une nouvelle ville. Elle a donc dû changer de collège. Elle est en classe de 5e et donc elle appréhende cette nouvelle école, sachant que c'est une école religieuse. En vrai, elle nous dit qu'elle stresse beaucoup à l'idée d'aller dans une nouvelle école où tout le monde a déjà grandi ensemble. Il y a tout le monde qui se connaît déjà et être la petite nouvelle, c'est pas forcément facile. Mais quand elle est rentrée dans la classe, elle a senti que l'atmosphère était plus ou moins ok. Et surtout, elle s'est sentie soulagée étant donné qu'elle a pu parler avec un certain élève de sa classe qui se nomme Kevin. Kevin était l'ami parfait pour elle. Au fur et à mesure que les mois sont passés, Kevin est même devenu plus. Il est devenu le petit ami de Delia. Il restera à jamais son premier baiser. Elle nous dit qu'à cette époque-là, la relation entre elle et Kevin était tout ce qu'il y a de plus innocent. Sauf à quelques moments où Kevin mettait assez mal à l'aise Delia. Elle va nous raconter une des fois où justement Kevin l'a mis mal à l'aise. Il faut savoir que le jeune couple partageait un cahier. Ils se l'échangeaient entre les cours pour se laisser de jolies notes et des petits dessins d'amour. Enfin bref, un petit conte de fées. Un jour, Delia vient de finir son cours de gym où elle faisait de l'athlétisme. Entre deux cours, elle lui donne le cahier. Plus tard dans la même journée, Kevin lui redonne le cahier. Kevin a écrit quelque chose sur ce fameux cahier. Il a écrit une certaine phrase du genre « Tes phéromones m'ont vraiment allumé ». À cette époque-là, Delia, elle comprend pas du tout le sens de la phrase qu'il a écrite, mais elle sent que c'est quelque chose de pas habituel et ça la met mal à l'aise. Après cet événement, Kevin a commencé à la tripoter à quelques reprises. Au fur et à mesure, il semble de plus en plus bizarre. Mais Delia se dit qu'il est très apprécié dans sa petite école. Elle s'est dit qu'elle réfléchissait un petit peu trop à la situation. Au fil du temps, la relation entre Delia et Kevin a pris fin. Elle nous dit que c'est classique, c'est comme la plupart des relations au collège. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont rompu tous leurs liens, ils se parlent encore occasionnellement au téléphone. Sauf que Kevin a décidé de ne pas s'arrêter à ces petits appels occasionnels. Non, il commence à appeler Delia constamment, même au beau milieu de la nuit, ce qui commence à ennuyer les parents de Delia. Finalement, Delia s'est dit qu'elle allait répondre au téléphone, mais que très rarement, puisqu'elle peut ressentir que Kevin commence à être obsessionnel envers elle. Quelques jours après ça, Delia s'est couchée vers les coups de 1h à 2h du matin. Puis à un moment, elle entend que quelqu'un commence à frapper à sa fenêtre. Les stores de sa chambre sont fermés et surtout, sa chambre se trouve au 2e étage. Alors c'est sûr, Delia est confuse, elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'entendre. Elle se dit qu'elle a dû imaginer les coups sur la fenêtre. Comment il pourrait y avoir quelqu'un qui frappe sur sa fenêtre étant donné qu'elle est au 2e étage? Mais quelques secondes après s'être dit que c'était son imagination qui lui jouait des tours, les coups sur la fenêtre ont retenti de nouveau. Mais en soi, ça c'est pas la chose la plus effrayante. Elle va entendre quelqu'un prononcer son nom. En entendant ça, Delia a pris peur. Elle ne sait pas qui se trouve sur son toit en pleine nuit qui peut crier son nom et qui frappe à sa fenêtre. Elle est vraiment en flip total. Elle prend son courage à deux mains et se dirige dans la chambre de ses parents pour réveiller son père. « Papa, il y a quelqu'un qui est sur le toit et qui frappe à ma fenêtre. » Apparemment, le père de Delia, il a pas cherché midi à 14h, il est sorti instantanément de la maison. Il est dehors, il regarde un petit peu sur le toit et il ne voit personne. Tout naturellement, il rentre dans la maison et Delia part se coucher de nouveau. Pendant qu'elle essaye de s'endormir, elle se dit qu'elle a peut-être inventé ces choses-là dans sa tête. Mais malheureusement, les coups et les chuchotements de son nom sont revenus. Delia va alors faire de même, elle va partir dans la chambre de ses parents pour réveiller son père. Lui, il va également faire la même chose, il va sortir dans le jardin pour voir s'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a toujours personne. Tout ce cycle infernal s'est reproduit comme ça pendant 30 minutes. Jusqu'au moment où le père de Delia s'est dit « ça y est, j'en ai marre » et il s'est installé un petit matelas sur le sol dans la chambre de sa fille. Juste au cas où, puisque forcément, Delia elle se sent pas bien. Elle se dit « mais je commence à être folle ou quoi ?» Après que le père se soit installé dans la chambre de Delia, il n'y a plus eu de bruit de la nuit. Après ça, les jours se sont écoulés, mais les appels de Kevin n'ont pas cessé pour autant. À un moment donné, Delia n'en peut plus. Et elle répond à un des appels. C'est alors que Kevin va lui avouer quelque chose lors de la conversation. Il lui dit que c'est lui qui frappait à sa fenêtre la semaine dernière. Delia ne comprend pas du tout ce qu'il essaye de lui dire, étant donné que quand son père sortait, il n'y avait personne sur le toit. Kevin lui explique alors que quand son père sortait dans le jardin, lui il en profitait pour se cacher derrière la cheminée. Du coup, il se retrouvait hors de portée de vue du père. Il lui explique que cette petite manœuvre c'était censé être romantique. C'était dans le but
but que Delia lui ouvre la fenêtre pour le laisser rentrer dans sa chambre. Tout ça pour faire comme dans Roméo et Juliette selon lui. Plus tard, après le coup de fil de Kevin, Delia a décidé d'en parler à ses parents. Elle craque émotionnellement et elle a arrêté de répondre au téléphone. Delia ne se souvient plus le temps qui s'est écoulé entre les quelques cas suivants, mais elle nous dit que progressivement la situation s'est aggravée. À l'école, Delia évite comme elle le peut Kevin. Elle a même changé d'école pour aller dans un collège public à la place. Au début de l'année scolaire suivante, c'est-à-dire la 4e, Delia dort dans son lit, tout ce qu'il y a de plus classique, quand d'un coup elle entend sa mère qui défonce la porte. Elle rentre dans la chambre de Delia pour lui dire de fermer sa porte à clé, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison par effraction. Delia saute du lit et va directement verrouiller sa porte à clé. Elle retourne dans son lit et se cache sous ses couvertures. Elle est paralysée par la peur et elle tremble de partout. Elle essaye de tendre l'oreille pour entendre ce qui se passe dans la maison. Elle peut juste entendre sa mère qui est en train de crier à son père et qui lui demande s'il va bien. Quelques minutes plus tard, la mère de Delia frappe à la porte de sa chambre. Elle lui dit de déverrouiller la porte très vite et de sortir de la chambre. Une fois sortie de la chambre, sa mère l'agrippe par le bras et l'emmène directement dans la chambre des parents. Une fois dans la chambre des parents, elle peut voir que ses sœurs sont déjà là. Et la mère ne perd pas plus de temps, elle ferme directement la porte à clé. Il a été décidé que la mère et les filles dormiraient dans la chambre des parents pour la nuit. Quant au père, il a décidé de dormir sur le canapé dans le salon. Pendant que le père de Delia dormait sur le canapé, le chien n'arrêtait pas de boyer. Il en devenait même fou. Là où ça devient bizarre, c'est que le chien de Delia n'est pas du tout connu pour aboyer. C'est vraiment un chien très calme. Forcément, ça inquiète le père de Delia et il se met à chercher dans la maison pour enquêter. Il a fait le tour de la maison et il lui reste plus qu'une seule pièce à vérifier. C'est le sous-sol. Quand il ouvre la porte du sous-sol, il voit quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. À tel point qu'il s'est reculé et qu'il a fermé la porte du sous-sol instantanément. Le père de Delia va alors crier dans toute la maison qu'il a enfermé Kevin dans le sous-sol et que là, elle doit absolument appeler les pompiers, la police, tout le monde. Pendant que lui, il regarde la porte voir si Kevin ne la défonce pas. Les policiers sont arrivés dans la maison, ils se sont dirigés vers le sous-sol. Ils ont ouvert la porte, menotté Kevin et ils l'ont emmené. Après ça, Delia en a profité pour tendre l'oreille et essayer d'écouter la conversation entre les policiers et ses parents. Les policiers ont alors dit aux parents de Delia que le regard de Kevin était celui de quelqu'un qui finira par tuer ses parents ou quelqu'un. La première conclusion qu'il en a été faite, c'est que Kevin a cassé la fenêtre du sous-sol avec un marteau. Il aurait enlevé ses chaussures, il les aurait posées sur le rebord de la fenêtre et il aurait sauté dans la cave. Bien évidemment, il s'est ouvert les pieds et il a laissé des traces de sang partout. Et le plus fou que je vous ai pas encore dit, c'est que quand le père de Delia a ouvert la porte, Kevin s'est dirigé vers lui en criant avec le marteau levé. Delia ne sait toujours pas ce que voulait Kevin ce soir-là, mais ça la terrifie toujours, puisqu'effectivement, en écoutant la conversation des policiers, Delia se dit qu'elle a déjà vu les yeux du démon chez Kevin. Un peu plus tard, Delia a eu un petit peu plus d'informations sur ces événements. Kevin aurait volé le vélo de sa petite sœur et aurait roulé pendant plusieurs kilomètres en plein milieu d'une tempête pour se rendre dans la maison de Delia. Après ça, Delia a fini par obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Mais il n'a jamais eu à payer pour les réparations de la fenêtre. Il a juste eu à faire des travaux d'intérêt généraux. Après ces événements, les parents de Delia ont décidé d'acheter des caméras de sécurité pour l'intérieur et l'extérieur de leur maison. Ils en ont profité pour prendre des lumières avec détecteurs de mouvement. On va maintenant se projeter 2 mois après l'intrusion de Kevin dans la maison. Le voisin de Delia a appelé ses parents très tôt le matin. Il leur informe que quand il est sorti dehors, il a pu sentir une odeur de peinture aérosol et que forcément ça le dérangeait beaucoup et donc il est allé voir d'où provenait l'odeur. Et en vrai, ça lui a pas pris beaucoup de temps pour réaliser d'où venait toute cette odeur. Tout l'extérieur de la maison de Delia a été vandalisé. Carrément, pour vous dire, sur la porte du garage, il y a un énorme smiley. Tout ça accompagné d'un mot avec écrit « Votre fille est une Delia nous dit que absolument toute la maison est taguée. Il y a des lignes aléatoires, des graffitis qui n'ont aucun sens. Bref, et en plus de ça, il a aussi tagué les fenêtres du sous-sol qui viennent tout juste d'être réparées.
Delia ainsi que ses parents ont vérifié les caméras de sécurité en attendant que la police arrive. Ils ont pu voir des images de quelqu'un qui aurait la taille de Kevin. Celui qui a fait ça s'est caché pendant une bonne partie du temps derrière la voiture du voisin. Voiture qu'il a bien évidemment vandalisée au passage. On va dire que tout ça c'est chiant, ça coûte de l'argent, mais c'est pas le plus surprenant qu'ils ont vu. Ils sont remontés un petit peu plus loin en regardant les caméras de sécurité et ils ont pu voir quelque chose d'assez fou. Pendant la soirée précédente, Delia est sortie de sa chambre pour se rendre dans la cuisine pour aller chercher un petit truc à manger. À ce moment-là, elle s'est pas pris la tête, elle est descendue avec un t-shirt et elle était en sous-vêtements. Mais le truc le plus fou, c'est que pendant qu'elle se prépare à manger, eh bien il y a quelqu'un qui la regarde par la fenêtre. Et cette personne la fixe pendant un bon moment. Après un certain temps, les policiers sont arrivés. Et eux aussi, ils ont examiné les caméras de sécurité. Le problème, c'est que pendant cette nuit-là, il a plu. Du coup, la police n'est pas très sûre de pouvoir obtenir les empreintes digitales de la personne. Et la police va dire aux parents de Delia que les vidéos de sécurité ne sont pas assez claires pour dire si c'est vraiment bien Kevin. À ce moment-là, Delia se dit c'est vrai, on peut pas justifier à 100% que c'est Kevin sur la caméra de sécurité. Moi par contre, j'en suis sûr à 100%. Malheureusement, Kevin ne s'est jamais fait prendre. Et la famille de Delia a dû dépenser des milliers de dollars pour réparer les dommages infligés à la maison. Le harcèlement de Kevin à l'encontre de Delia a continué pendant des années, malgré le fait qu'elle ait une ordonnance restrictive contre lui. Les années ont passé, Delia est entrée au lycée, mais ça ne s'est pas calmé pour autant. Kevin a fait énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux pour l'harceler. Il a posté des choses très embarrassantes qui en plus étaient fausses sur la vie de Delia, ce qui fait qu'elle a été assez ennuyée dans son lycée et elle a même dû changer de lycée. À cause de toutes ces affaires sur les réseaux sociaux, tout le monde lui demandait si elle faisait bien des choses et du coup elle recevait encore plus de harcèlement de la part de plus en plus de gens. Elle reçoit même des messages de Kevin lui disant « Je sais où tu es, je te regarde ». Il lui envoie même des menaces et il lui dit qu'il va clairement la tuer un jour. Tout ça a duré encore une année entière jusqu'à ce qu'il arrête totalement. Plus tard après, et c'est là que ça devient fou, il a mené une campagne contre l'intimidation, sachant que lui-même n'a jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Il a fait vivre un véritable enfer à Delia. Delia nous dit qu'elle ne peut même pas nous faire ressentir tout ce qu'elle a vécu. À l'époque, pour elle, c'était vraiment très dur à gérer. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique à cause d'une très grosse dépression. Elle aimerait nous dire que maintenant, ça y est, elle a guéri. Mais non, elle a encore du mal aujourd'hui à oublier ce que lui a fait subir Kevin. Delia a des crises de panique quand elle reçoit des demandes de messages. Elle regarde tout le temps derrière ses stores, même s'ils sont fermés. Elle doit verrouiller ses portes constamment. Tout bruit frappant sa fenêtre provoque des sursauts dans son cœur. Elle est vraiment contrariée que ce gars puisse vivre sa vie normalement comme si de rien n'était. Elle nous dit que le pire, c'est qu'à l'époque, les gens soutenaient Kevin. Quand elle essayait d'en parler à ses amis au collège ou au lycée, eh bien ses amis lui disait qu'elle mentait et que même si c'était vrai, de toute façon c'était de sa faute. En écrivant cette histoire, elle espère que ça va l'aider à tourner la page. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Eh bah dis donc, t'as tout regardé, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. J'avoue que c'est quand même le but de regarder une vidéo YouTube. Bon, de toute façon, si t'es en train de regarder cette conclusion, c'est que t'es resté quand même jusque là. Si jamais t'avais oublié que tu veux soutenir la chaîne, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Allez, moi je vous retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien, tchuss les petits potes.